Ok, top. Benjamin, bienvenue au Startup Lab. Ravi d'être là. C'est super cool de t'avoir. Tu es une personne qui est très demandée dans l'écosystème startup un peu partout dans le monde. Donc de t'avoir ici à Paris et discuter avec nous, c'est vraiment un honneur. Ce que je te propose, c'est de voir un petit peu avec toi tes activités d'investisseur, tes points de vue sur l'écosystème startup mondial, notamment asiatique, parce que tu y as passé et tu y passes encore beaucoup de temps. Mais ce qui m'intéresse pour commencer, c'est déjà un petit peu savoir qui tu es, ton background, d'où tu viens et du début jusqu'à maintenant. Ok. Alors j'ai vu l'interview que tu m'avais envoyée, là, j'ai plus son nom, mais qui raconte aussi l'histoire entrepreneuriale. Mon histoire est assez différente, mais je pense que toutes les histoires sont assez différentes. La mienne démarre de façon assez standard. Études en France, moi je fais une prépa, j'ai fait une école d'ingé. Et au cours de l'école d'ingé, je me suis intéressé, on m'avait dit en école d'ingé, on ne travaille pas forcément beaucoup. Bon. Donc je me suis dit, bah, tiens, autant apprendre quelque chose d'autre. Donc je me suis intéressé à apprendre une nouvelle langue. Et il y avait le choix entre des langues européennes et des langues asiatiques. Et le pitch de la prof de japonais était meilleur que le pitch du prof de chinois, donc j'ai pris japonais. Et donc j'ai commencé aussi à étudier le japonais. J'ai fait un stage au Japon en ingé dans une boîte japonaise. J'ai trouvé que c'était intéressant. Ce que je trouve le plus intéressant, c'est dans un environnement vraiment différent. Je me sentais beaucoup plus curieux, stimulé que quand j'étais en France. Et en rentrant en France, je fais mon stage de fin d'études aussi en ingé chez Airbus sur l'A3XX, devenu ensuite l'A380 et maintenant à la retraite. Donc ça vous donne un peu une idée des dates. Après avoir terminé ça, j'allais terminer mes études, je commençais à passer les entretiens, j'avais mon petit costume avec ma petite cravate et j'allais passer entretien chez Altran et compagnie et je me sentais pas très individuel et plutôt standardisé. Et j'ai trouvé que donc j'ai rapidement eu l'idée de retourner au Japon pour en savoir plus, travailler aussi j'ai trouvé que l'aspect recherche et développement ne m'intéressait pas trop. En Toulouse, Airbus, c'était sympathique, mais je me dis peut-être quand je serai plus vieux. Du coup, j'ai cherché une petite société de conseil pour travailler au Japon et dans les domaines technologiques et dans la stratégie. J'avais aussi étudié en école d'ingé, donc finalement pas très technique malgré la formation ingénieur, mais proche du technique parce que donc regardez ce qui se passe au niveau innovation dans des secteurs variés. Je suis parti au Japon en coopération, alors je crois que ça se fait plus trop maintenant. Dans ce service, il y a des volontariats, ça se fait quand même aussi, VIE. Voilà. Donc dans un cadre un peu comme ça, je suis parti dans une petite société de conseil qui étudiait différents domaines innovants au Japon. J'ai fait 1 an et demi dans cette société. Au bout d'un certain temps, je me suis dit que c'était quand même intéressant de se concentrer sur un secteur. C'était au début des années 2000, donc ça remonte. Le mobile, la 3G était en plein essor, le Japon était très en avance, donc je me suis dit que travailler dans les télécoms pourrait être intéressant. J'ai cherché à changer de travail et j'ai trouvé un travail chez Orange qui, pareil, regardait les innovations au Japon pour essayer de ramener ce qu'il pouvait dans le reste du monde. Donc j'ai changé d'emploi au Japon, travaillé chez Orange pendant 2 ans, en plein dans le boom du mobile et aussi dans le crash du mobile. Ça m'a fait découvrir la Corée, ça m'a rendu curieux à propos de la Corée. Donc après à peu près 2 ans chez Orange où les choses bougeaient plus trop, j'avais l'impression de me répéter. J'ai trouvé une formation sponsorisée par la Commission européenne sur le business et la langue coréenne. Donc je suis parti en Corée et j'ai fait ce programme pendant presque 1 an. À travailler aussi dans les nouvelles techno, notamment dans le jeu vidéo. À ce moment-là, j'ai commencé à avoir des demandes de conseils, d'études de marché par des gens que j'avais rencontrés. J'ai commencé à faire du conseil comme ça un peu en freelance depuis la Corée. J'ai même eu un épisode rigolo où j'ai aidé une boîte française à se faire racheter par une boîte japonaise un peu au dernier moment alors qu'ils étaient en due diligence pour un rachat avec une autre boîte en France. C'est assez marrant, le tout depuis ma petite chambre en Corée. Et ensuite, après à peu près 1 an en Corée, j'étais pas trop sûr de quoi faire et d'où aller.
Je me suis dit que c'était peut-être un peu tôt pour retourner au Japon faire autre chose. La France me tentait toujours pas trop. Les États-Unis pas trop non plus. Je me suis dit, bah tiens, Japon, Corée, Chine. Je me suis dit, je vais aller voir ce qui se passe en Chine, parce qu'on en parlait beaucoup, c'était autour de 2004-2005. Je me suis dit que j'allais y aller 6 mois, prendre un peu de chinois, voir ce qui se passait. Et puis ces 6 mois se sont transformés en 5 ans. J'ai monté une société de conseil depuis Pékin qui couvrait les innovations sur l'Asie, Japon, Corée, Chine. J'ai monté une petite équipe de conseil. J'ai commencé à rencontrer beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de startups. Faire un petit peu d'angel investment avec les revenus du conseil et notamment une dans le jeu vidéo qui a eu un peu des hauts et des bas et avec laquelle j'ai pas mal appris. Et suite à ça, j'ai moi-même tenté un projet de start-up un peu sur un mode probablement un peu idéaliste avec c'était autour de 2012-13, j'avais pas encore bien intégré qu'est-ce que c'était Lean Startup, Customer Discovery, Customer Development, l'importance des business models. Et donc j'ai fait ça, j'ai cherché une équipe de développement à ce moment-là. J'avais été voir à Silicon Valley pour un peu valider, tester l'idée. Comment tu avais fait ça justement en Silicon Valley? Tu avais juste pitché à des gens pour voir ça? J'avais un peu discuté avec des gens, j'avais pris part à un programme qui s'appelle le Founder Institute là-bas. Et bon, ils avaient pas mal dit que c'était un truc qui avait déjà été tenté avant, qui n'était pas simple, le business model n'était pas clair et tout, ils avaient raison. Hein. Au final, je me suis dit que trouver une équipe dans la Silicon Valley quand on n'a pas de réseau et pas trop d'argent, c'est compliqué et c'est très cher. Et donc j'ai cherché là où je connaissais. Pékin, ça paraissait compliqué de travailler avec les Chinois sur des marchés internationaux. Je connaissais un peu Singapour, j'ai cherché, j'ai pas trouvé des très bons devs. Ou alors ils avaient l'impression d'être un peu comme dans la Silicon Valley, de faire payer les mêmes prix, pas pour la même qualité. Et au final, je suis allé en Malaisie, à Kuala Lumpur, où on m'a présenté des très bons devs, parmi les meilleurs du pays en gros. Et donc je commençais à travailler avec eux. Au bout de quelques mois de tests, je me suis aperçu que le projet probablement pas très bien avancé, il fallait faire des gros pivots et je le sentais plus trop, donc j'ai essayé de le mettre de côté. Et à ce moment-là, c'est là où ça enchaîne sur ce que je fais maintenant. Cyril, qui est un autre Français, qui avait monté un accélérateur en Chine, de start-up, d'abord software et ensuite hardware à Shenzhen, m'a contacté et m'a dit « Tiens, est-ce que tu veux venir voir ce qui se passe à Shenzhen? On fait un truc sympa avec des startups. » Alors j'avais déjà vu ce qu'ils faisaient au niveau software, j'étais pas hyper convaincu du positionnement stratégique, de la valeur ajoutée, de faire du cross-border dans le software en Chine, en étant étranger. Par contre, sur tout ce qui est électronique, Shenzhen paraissait faire du sens. Donc j'ai été voir, il m'a montré un peu le marché électronique, ce qu'il faisait. C'était au début du boom de l'IoT consumer, donc vers 2013, 2012-2013. J'ai vu un peu ça et il m'a proposé de rejoindre Hax, une société avec laquelle je travaille, qui a adossé un fonds qui s'appelle SOSV. Et je lui ai dit, bah, écoute, c'est bien gentil, mais je suis ingénieur, mais finalement, moi, le hardware, je ne connais pas trop. Il a dit, t'inquiète pas, nous, on a les équipes techniques pour l'industrialisation et tout ça. Ce qui nous manque, c'est plutôt une vision stratégique pour aider les fondateurs qui arrivent avec un projet, qui sont hyper techniques, qui en fait réfléchissent pas de façon stratégique, qui ne savent pas communiquer autour de leur projet, qui ne savent pas prioriser les fonctions. Voilà, je pense voilà, il m'a proposé ça, donc je suis venu. À cette époque, il y avait un assez bon deal flow de quelques centaines de boîtes par programme. On avait un programme tous les 6 mois dans lequel on prenait 10 sociétés. Et en gros, la première question que j'ai posée, c'est OK, le deal flow des centaines de sociétés, c'est très bien. Est-ce qu'on a les meilleurs du monde? Et apparemment, c'était pas clair si on avait les meilleurs du monde. Donc je dis, bah, c'est très bien, mais comme on investit très très tôt, on va pas pouvoir nous-mêmes facilement trouver des startups parce qu'elles sont pas visibles. C'est 3 bons hommes et un prototype, et ils l'ont pas lancé, ils ont parlé à aucun média, quasiment pas les trouver. Donc soit c'est par réseau, mais notre réseau n'est pas énorme pour le moment, soit il faut que nous on soit extrêmement visibles. Donc ça c'est un truc finalement je savais faire pas trop mal avec ma société de conseil. J'avais fait beaucoup de conférences pour nous faire connaître et c'est comme ça que je trouve mes clients en gros, quoi. Parce que l'avantage quand on est spécialisé et pas très grand, c'est qu'on peut parler et faire beaucoup de bruit. Donc il faut le faire quand on peut. Donc j'ai fait ça pour Hax, j'ai écrit pas mal d'articles pour TechCrunch, j'ai participé à plus de 100-200 conférences. Et
et puis du coup, ça a augmenté beaucoup notre deal flow. Et puis peu à peu, le Hacks a évolué depuis 5 personnes dans un bureau à Shenzhen à aujourd'hui 30 sur 2 étages, un bureau à San Francisco et pas mal d'autres choses. Voilà. Peut-être pour une première intro, si déjà il y a des questions là-dessus. Ouais, c'est une super intro, c'est très clair. Je vais commencer par la fin, c'est-à-dire sur Hacks. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce qu'un accélérateur de start-up, le concept de programme, pourquoi ça prend du temps, pourquoi c'est limité dans le temps, et plus spécifiquement sur la partie hardware, pourquoi c'est important d'être à Shenzhen, et qu'est-ce que derrière ça apporte à des startups qui sont en train de développer des objets connectés, etc. Alors, un accélérateur, qu'est-ce que c'est? C'est un genre d'incubateur, en général concentré dans le temps sur quelques mois, en général accompagné d'un investissement et d'une prise de participation. Et aussi en général accompagné de beaucoup de support au niveau produit, au niveau stratégie. En réalité, aujourd'hui dans le monde, il y a probablement 3000 accélérateurs. Il y a un peu de tout. Il y en a qui se disent accélérateur alors que c'est une semaine de bootcamp. Il y en a qui se disent accélérateur alors qu'en fait, ils vous louent un bureau. Mais le modèle classique, c'est quand même investissement, prise de participation, support. Dans notre cas particulier, on a décidé de se concentrer sur le hardware parce qu'on s'est dit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de software, beaucoup de gens qui en font. Finalement, premièrement, c'est difficile de se différencier. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a comme valeur ajoutée stratégique? Et ensuite, on s'est dit qu'il y avait une autre chose qui était en train de se passer, c'est avec la baisse des prix de certains composants clés, l'ouverture de la supply chain électronique, ça permettait de commencer à faire des produits en petite série pour beaucoup moins cher et connecter le monde physique avec du software. Donc c'est ça le hardware. En fait, ce qui nous intéresse, c'est la partie software du hardware. Et donc là où Shenzhen intervient, c'est que Shenzhen, c'est en gros la région qui fabrique l'électronique grand public du monde. Une énorme partie du nombre de téléphones, d'ordinateurs, DJI qui fait tous les 85% des drones consommateurs du monde sont là-bas. Donc il y a une supply chain, c'est-à-dire tout un arrangement de fournisseurs de petite et de grande taille pour aussi bien les composants que pour l'assemblage, que pour la création de pièces plastique, métal, tout ce qu'on veut, qui sont non seulement très nombreux, mais en plus très expérimentés et très intégrés. Donc ils sont très rapides. Et le vrai avantage pour une startup à travailler avec cet écosystème, c'est de pouvoir accélérer les cycles de développement. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà joué un peu avec de l'électronique et commandé un circuit imprimé, peut-être quelqu'un, non? Ouais. Bon, ça coûte un peu combien? Quelques dizaines ou centaines d'euros. Ça peut prendre une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Je ne sais pas quelle est votre expérience, mais en général, c'est plutôt autour de ça. À Shenzhen, c'est peut-être quelques dizaines d'euros et le lendemain. Donc, quand on a des cycles aussi rapides, on peut tester beaucoup plus d'options. On peut aussi découvrir beaucoup plus de possibilités. Et entouré d'experts, aussi bien de notre équipe que d'autres startups qui font partie de nos programmes, on peut finalement avancer beaucoup plus vite. Donc faire en quelques mois, disons 4 mois, le travail d'1 an pour moins cher et avec un meilleur résultat. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si je suis une startup hardware, il y a à peu de choses près, il va falloir que je passe par Shenzhen à un moment. C'est pas obligatoire, il y en a qui se débrouillent autrement. Ça dépend un petit peu de la vitesse qu'on souhaite, de l'écosystème qu'on a autour de soi, de la complexité des produits qu'on crée. Certains vont préférer essayer de lever de l'argent et de se débrouiller où ils sont avec l'argent qu'ils ont levé. Ça va peut-être leur coûter plus cher, ça va peut-être être plus long, mais bon, ils font sur place. Mais notre modèle à nous, c'est d'utiliser Shenzhen pour l'avantage de vitesse et l'avantage de résultats et aussi du prix final, qui est aussi un avantage concurrentiel par rapport à quelqu'un qui ferait ses produits. Imaginez que s'il faut, mettons, prenons la France comme exemple, imaginez qu'il faut 2 ans pour développer un produit qui au final va coûter 200 euros. Si vous venez à Shenzhen et que vous le faites en 1 an pour 100 euros, déjà vous êtes plus rapidement sur le marché, vous avez un avantage concurrentiel de prix, vous êtes capable de sortir la version 2 avant que votre concurrent ait sorti la version 1. Bon, ça fait beaucoup, quoi. Est-ce que tu peux nous partager quelques exemples de startups qui ont bien fonctionné, assez iconiques, que vous avez pu accompagner au cours des dernières années? Ouais, alors ça a pas mal évolué. Au début, on avait pas mal de choses dans le consumer. On en a une qui marche très bien, qui s'appelle MakeBlock,
qui fait des kits de robotique pour l'éducation et le fun. C'est une boîte chinoise de Shenzhen. Ils avaient lancé un premier petit robot assemblé genre mécano, Lego Mindstorms, sur Kickstarter. C'est un des premiers Chinois à faire ça d'ailleurs. Ça a bien marché. Ensuite, ils ont pu lever de l'argent, créer de nouveaux produits, lancer d'autres Kickstarter, avancer. Aujourd'hui, on a investi à peu près 5 ans. Aujourd'hui, ils sont autour de 500 personnes. La valeur de la société sur la dernière levée de fonds est autour de 400 millions de dollars. Et ils vendent leurs produits dans le monde entier. C'est assez remarquable parce que, en fait, quand on regarde leurs produits, c'est à peu près impossible de dire que c'est une boîte chinoise. Et ça, c'est pour moi la nouvelle vague de l'innovation chinoise, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de dire d'où ça vient. Bon, peut-être certains d'entre vous connaissent DJI qui fait des drones. Je ne sais pas si tout le monde savait que c'est chinois. Toutes les trottinettes qu'on a dans la rue, probablement la moitié viennent d'une société chinoise qui s'appelle Ninebot, si ce n'est plus. Donc voilà, intéressant de voir ça. Ça c'est donc dans du consumer. Plus récemment dans le consumer, on a une société australienne qui s'appelle Nura, NURA, qui a fait une paire d'écouteurs, qui a une technologie qui permet d'analyser l'ouïe et d'adapter le son à l'ouïe de l'utilisateur. Un petit peu comme on met des lunettes pour corriger la vue. Donc ça permet d'avoir un rendu audio qui est beaucoup plus proche de ce que souhaite le producteur de musique. On entend tous différemment en fait. On s'en rend pas bien compte évidemment. Mais on ne peut pas tellement essayer les oreilles de quelqu'un d'autre alors qu'on peut essayer les lunettes de quelqu'un d'autre. Et donc eux, ça a très très bien marché aussi. Donc ils venaient d'Australie. Quand c'était consumer, on les a aussi encouragés à faire un Kickstarter. Ils ont levé près de 2 millions de dollars. Et ensuite, ils ont réussi à shipper un bon produit. Ils ont eu des très très bons reviews, comment on appelle ça, bref, produits. Et maintenant, ça marche bien. Ils ont levé quelques rounds de financement et puis ils font d'autres. Ils préparent maintenant un nouveau produit. Sinon, au fil des années, on a évolué pas mal vers des produits plus entreprise, industrie et santé. Alors pourquoi ? Parce que déjà, il y avait de plus en plus de startups dans ces domaines, que les problèmes qu'ils cherchaient à résoudre étaient beaucoup plus clairement identifiés. Et pour ce qui est des solutions entreprises et des solutions industrie, on était capable de démontrer un retour sur investissement pour les acheteurs. Et ça, c'est un argument de poids. Tandis que parler de retour sur investissement des consommateurs, c'est un peu plus compliqué, sur un casque audio par exemple. Donc dans ces domaines-là, on a par exemple une qui fonctionne bien, qui s'appelle Avidbots. C'est une boîte de robotique canadienne qui font un robot de nettoyage commercial. Donc c'est un peu comme les machines qu'on conduit ou qu'on pousse, les grosses machines. Sauf qu'ils en ont fait un robot autonome, qu'on peut d'ailleurs trouver à Charles de Gaulle. La société s'appelle Avidbots et aujourd'hui ils ont autour d'une centaine de personnes et leur dernière levée de fonds était autour de 25 millions il y a 2 mois. Donc une valorisation, vous pouvez imaginer à peu près combien c'est. Donc ça c'est quelques exemples. Dans la santé, on voit des choses émerger qui sont vraiment intéressantes, notamment dans les appareils de diagnostic ou des appareils thérapeutiques, c'est-à-dire, vous connaissez tous le Fitbit qui compte les pas. Bon. Maintenant, il y a ça partout, il y a ça dans les montres. C'est plutôt une commodité, quoi. C'est pas très différencié. Aujourd'hui, les appareils qu'on voit, c'est, pour donner un exemple, une société suédoise qui s'appelle Flow Neuroscience, qui fait un appareil de stimulation neuronale qu'on met sur la tête et qui aide à traiter les symptômes de la dépression. Donc, eux, leur concurrent, c'est pas Fitbit, c'est les antidépresseurs. Pour donner un autre exemple, une start-up française dans la soft robotics, donc des robots soft, on va dire mou, c'est un peu bizarre en français. Mais l'expression c'est robot mou. Robot mou. Et donc eux, ce qu'ils ont créé, c'est une ceinture lombaire qui permet de décompresser la colonne vertébrale quand on a mal au dos. Ou dans le cas de travaux avec une certaine pénibilité, éviter l'arrivée du mal de dos. La startup s'appelle Japet, G-A-P-E-T. Et donc eux, ils sont bien avancés. La difficulté c'est un appareil. En fait, il y a 2 aspects pour leur machine. D'un côté, c'est soit juste un appareil de prévention, donc il n'y a pas de prétention médicale, soit c'est un appareil médical de soins. Dans ce cas-là, au niveau certification, c'est pas du tout la même chose. C'est beaucoup plus compliqué à certifier, mais ils ont réussi à quand même certifier l'aspect médical.
mais il s'avère qu'au niveau marché, il est possible que l'aspect prévention soit finalement le meilleur marché. Ce qui montre aussi qu'il y a certaines, quelquefois, c'est pas toujours évident d'identifier quel est le bon marché pour un tel produit. J'ai un autre exemple d'ailleurs dans la santé, aussi un appareil de soins qui s'appelle Sana. Le fondateur avait eu un accident de voiture très grave et s'était retrouvé en fauteuil roulant avec en gros, des douleurs chroniques, ce qui fait que les médecins lui avaient dit des douleurs comme ça, tu ne vas pas pouvoir bien dormir et en gros, d'ici 5 ans, c'est fini pour toi. Donc il a commencé à s'intéresser un peu au sommeil. Il a lu tout ce qu'il pouvait, il a cherché tout ce qu'il pouvait et il a trouvé, un petit peu par hasard, en regardant un film, moi je ne l'ai pas vu, mais je ne sais même pas s'il est très bon d'ailleurs. C'est un film qui s'appelle Hudson Hawk. Ça dit quelque chose à quelqu'un. C'était il y a 20 ans, 15 ans. Il a regardé ça et il s'est aperçu qu'en regardant le film, en fait, il sentait plus ses douleurs. Et donc il s'est dit qu'il s'est passé un truc dans mon cerveau pendant que je regardais le film. Et donc il s'est aperçu qu'il était rentré dans un état un peu de flux semi-hypnotique ou je ne sais pas trop quoi. Et il s'est intéressé à ça, il a recherché là-dessus. Et il s'est aperçu qu'on pouvait provoquer ce genre d'état avec une combinaison de son et de lumière ajustée au rythme cardiaque. Et donc il a créé un prototype pour lui-même, qu'il a aidé, il est toujours vivant, déjà c'est bien, 20 ans après. Et ensuite, il y a quelques années, certains composants sont devenus beaucoup plus abordables, notamment le composant de suivi de variabilité du rythme cardiaque. Et donc il s'est dit, c'est peut-être le moment de créer un produit plus grand public pour aider d'autres personnes. Et au début, il s'était orienté comme sleep tech, technologie pour aider au sommeil. Et en fait, c'était un moment où il y avait beaucoup déjà de produits sur le marché, pas mal qui disaient on va vous aider à dormir, on vous suit le sommeil. Je ne sais pas si peut-être certains d'entre vous suivent leur sommeil. Il y a des passionnés du quantified self. Non, bon, c'est peut-être ça, on ne doit pas être trop passionné de ça. Donc il a essayé d'abord de pitcher, puis nous aussi on se disait c'est ça qu'elle vend en poupe, c'est de ça dont on parle. Et en fait, c'était assez compliqué en fait, de pitcher l'aspect sommeil, parce que je disais, attends, je mets ton masque et en 10 minutes je dors. Il dit oui, mais pas tout le temps, mais ça va t'aider. Bon, donc c'était un peu compliqué. Et en fait, là, il y a quelques mois, les choses sont vraiment finalement enclenchées, parce qu'aux États-Unis, il y a toute une campagne sur anti-opiacés. Il y a une espèce d'épidémie d'opiacés, un gros problème. Et en fait, eux, c'est un peu une réponse à comment gérer la douleur sans médicaments. Donc, tout d'un coup, ils ont vraiment le vent en poupe avec un message qui, du coup, parle plus du tout du sommeil. Donc, le positionnement du produit, c'est très important. C'est important aussi pour nous, même pour une société comme un accélérateur, parce que finalement, on existe avec un certain positionnement dans le marché. Il y a beaucoup d'investisseurs, il y a beaucoup d'autres accélérateurs et incubateurs. Comment on se distingue et qu'est-ce que les gens comprennent qu'on fait. Les gens qui nous regardent de loin, ils ont l'impression qu'on est des gens en Chine qui investissent dans des startups chinoises pour la Chine. Alors qu'en fait, on investit dans des startups internationales, principalement États-Unis et Europe, Chine aussi, qu'on fait venir en Chine pour utiliser l'écosystème chinois pour ensuite vendre dans le monde entier. Donc c'est pas du tout ça. Aussi, certains qui nous connaissent d'il y a quelques années ont l'impression qu'on fait que du consumer qui va sur Kickstarter. Donc aujourd'hui, 90% de nos investissements, c'est du B2B ou de la santé. Donc il a fallu ajuster au fil des années le positionnement de la société auprès de médias, en faisant des présentations, en publiant des rapports. Donc ça, c'est assez important aussi. Est-ce que ce changement de positionnement, il est aussi lié aux difficultés qu'ont rencontrées certaines entreprises de hardware consumer ? Je pense à Jawbone, je pense à Pebble, je pense à Parrot en France. Est-ce que ce positionnement il est vraiment dû à ça ou c'est et comment tu expliques ces difficultés qui ont été rencontrées dernièrement par toutes ces entreprises? Alors, effectivement, il y a un certain nombre de sociétés dans le consumer qui ont eu du mal. Certaines parce qu'ils se sont retrouvés dans un marché extrêmement concurrentiel. Jawbone aujourd'hui, ils n'ont plus rien de différenciant, les boîtes Bluetooth, tout ça, c'est vraiment bateau. Parrot, ils se sont retrouvés à être en frontal avec DJI, qui est le homeboy de Shenzhen, qui ont réussi à super bien s'internationaliser, à vendre aux États-Unis, dans le monde entier. Donc DJI a un avantage au niveau rapidité de cycle de développement en étant sur place par rapport à Parrot, qui a aussi un bureau à Shenzhen mais qui doit faire un peu l'aller-retour. Et donc DJI a un avantage de vitesse, un avantage de prix, de coût de structure parce que leur équipe n'est pas en France mais en Chine intégralement, principalement.
Donc ça, c'était quand même compliqué. Et qu'au final, la technologie était plus tellement à ce point différenciante. Je dirais que nous, ce qui nous a fait évoluer, c'est pas tellement le fait qu'on voulait s'éloigner du consumer, c'est plutôt qu'on a vu des projets de plus en plus intéressants dans l'entreprise et la santé, et avec des problèmes clairement identifiés. Tandis que connecter un gadget, ça a ses limites, quoi. Mais quand on voit des choses qui ont une technologie très intéressante, même pour du B2C, j'ai parlé du casque audio qui s'adapte à Louis, ça pour moi c'est le plus important développement dans l'audio depuis le noise cancelling, quoi. En gros, il n'y a pas grand chose d'autre depuis. Donc c'est plutôt en fonction de ce qu'on voit arriver, plutôt que comment dire, chercher délibérément à s'éloigner du consumer. Justement, dans la partie sélection des startups dans lesquelles vous investissez, quels sont les critères principaux qui vont vous intéresser et vont t'intéresser de manière générale sur est-ce que j'ai envie d'investir dans cette startup ou pas? Alors, tous les investisseurs vont dire la même chose, à peu près sur la base. C'est le marché, l'équipe, l'attraction quand on en a, mais bon, nous on investit, c'est 3-4 personnes et un prototype. Donc côté traction, c'est en général. Et vous investissez combien? Alors ça dépend un peu des programmes, parce que bon, je parle de Axe, mais dans le fonds SOSV, on a différentes branches. Axe, c'est la branche hardware, on a une branche software, on a une branche blockchain, on a une branche biologie. Chez Axe, le ticket d'entrée en gros à 150K. Ensuite, on rajoute 100 sorties d'accélérateur dans la plupart des boîtes. Et on peut monter pour maintenir nos parts jusqu'à des participations jusqu'à 2 millions de dollars au total par société. Et donc, tu disais le marché. Ouais, le marché, l'équipe, la technologie et l'attraction quand il y en a. En général, on veut voir le prototype, voir une fonction, enfin une technologie qui est idéalement 10 fois mieux que ce qui existe d'une façon ou d'une autre. Et le prototype, c'est important pour pouvoir le prouver, même si ça ne marche pas à 100% bien. On n'est pas très inquiet à voir un prototype un peu gros, cher, pas très bien agencé, vu que nous, on sait comment l'amener à quelque chose de beaucoup mieux assez rapidement. L'équipe, c'est aussi très important parce que ça donne une idée des capacités aussi bien techniques qu'éventuellement commerciales, supply chain ou autres. Donc, en général, notre process, c'est une candidature par Internet avec quelques questions sur ces aspects-là, une petite vidéo de présentation. Et si ça nous plaît, ensuite on organise un call par Skype qui dure une demi-heure, 1 heure. Et souvent, entre 1 ou 2 calls, ça nous suffit pour décider. On investit dans à peu près 40 startups par an sur 1005 candidatures. Et depuis 5 ans, c'est ça? On a démarré, le premier batch était en 2012. Donc, ça fait 7 ans. On démarre cette année. Donc ça fait à peu près 40 startups x 6. Alors c'est 40 maintenant. Au début, la première année c'était que 10 startups, puis ça a augmenté. Ensuite ça a été 20 pendant quelques années, puis maintenant 40. Au total, on a fait plus de 270 investissements dans le hardware. Et sur ces investissements, alors tous les étudiants ne le savent pas forcément, mais le modèle économique d'un accélérateur, c'est que c'est un peu le même modèle économique qu'un fonds. C'est-à-dire que c'est un fonds. Ouais, dans notre cas, c'est un fonds. C'est un fonds. Et donc, il faut que la valorisation des entreprises soit la plus haute possible pour que s'il y a un événement de liquidité, que l'entreprise se fasse racheter ou rentre en bourse, vous puissiez récupérer votre argent avec un premium. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de est-ce qu'il y a déjà des entreprises qui ont fait des exits, donc des événements de liquidité, comment, dans quel pays, comment ça, et ton point de vue sur toute la partie fusion-acquisition qui existe aujourd'hui autour des startups? Oui, alors ça c'est un sujet important auquel peu de fondateurs pensent, mais idéalement, au moment où on démarre, on n'a pas forcément l'idée ni l'envie de vendre, mais c'est important d'être au courant que en gros 90% des sorties qui se passent bien, c'est des acquisitions. Qu'une acquisition, c'est une transaction beaucoup plus clean qu'une IPO, en fait, parce que l'IPO, on met en bourse une petite partie de la société et après on continue à la faire tourner. Donc c'est une sortie que pour les investisseurs, pas pour les fondateurs.
Ensuite, c'est important de cultiver finalement des options de sortie quasiment à tout moment, parce que ça vous donne des arguments de négociation avec des investisseurs. Si vous approchez un investisseur, vous leur dites bah voilà, on fait tel projet, on veut tant de millions, ils sont là, oui, bon, peut-être. Et si dans la même phrase vous dites en fait on a déjà deux offres de rachat par telle société à tel prix, le ton change. Donc c'est important à se garder ça comme option, parce que l'IPO c'est un peu le truc qui fait rêver, mais c'est pas forcément le meilleur en fait, ni pour les fondateurs, ni pour les investisseurs. Alors en ce moment on en parle beaucoup parce qu'il y a pas mal de startups américaines qui sont en train de rentrer en bourse là ces semaines-ci. Pinterest et Zoom la semaine dernière, Lyft il y a quelques semaines, Uber qui va pas tarder. Donc ça excite un petit peu tout le monde, mais toi ce que tu dis c'est que l'IPO c'est pas forcément l'avoir rêvé. C'est pas forcément l'avoir rêvé, c'est pas forcément pour tout le monde. Il y a des fenêtres ouvertes et fermées pour les IPO. De temps en temps, la bourse, elle n'est pas prête pour une IPO et on doit attendre. Et quelquefois, on ne peut pas se financer pendant cette attente-là. Un certain nombre de sociétés qui rentrent en bourse, il faut se rappeler qu'elles ne sont pas profitables. Donc, si on ne peut pas se financer et on n'est pas profitable et qu'on ne peut pas rentrer en bourse, qu'est-ce qu'on fait quoi? Donc, comprendre le mécanisme d'acquisition, c'est intéressant, ne serait-ce que comprendre qu'est-ce qui intéresse une société qui rachète. Alors, tu me posais la question des sorties chez nous. On a eu quelques sorties assez tôt par certaines boîtes, soit parce que, c'est les fondateurs qui décident, toujours. Dans certains cas, les fondateurs pensaient qu'effectivement le marché devenait soit trop concurrentiel, soit ça allait être compliqué de se financer, c'était un bon moment pour sortir. C'est arrivé aussi que dans certains cas, nous on pense qu'il y avait encore beaucoup de potentiel de développement et que les fondateurs, eux, préféraient acheter une maison, fonder une famille. Là, ça arrive aussi. Et puis que si on peut faire ça au bout de 3 ans, 4 ans d'efforts, récupérer quelques millions sur son compte en banque, finalement c'est pas complètement idiot non plus. C'est là où on voit d'ailleurs qu'il y a les intérêts des fondateurs et des investisseurs ne sont pas complètement alignés. L'investisseur, lui, cherche à multiplier son argent. Le fondateur, si vous possédez 80% de votre société qui se vend à 10 millions, c'est 8 millions. Même après impôt, c'est pas mal. Donc, et c'est beaucoup plus facile de faire une sortie tôt, moins chère, rapide. Il y a beaucoup plus d'acheteurs potentiels que quand vous avez déjà levé plein d'argent et en gros, ça ne va pas être possible de vendre à moins de 100 millions. Quoi. Le nombre de transactions qui se passent au-dessus de 100 millions, il n'y en a pas tant que ça. Quoi. Alors, on en parle dans les journaux. Là, récemment, je crois que c'est ce matin, il y a Drivey qui s'est fait racheter pour Drivey, 9 ans. 40 millions de levées, sorti à 300 millions, très propre. Donc je pense que les investisseurs sont contents, les fondateurs sont sûrement très, très contents aussi. Les gens qui rachètent, c'est Getaround, dans lequel on est investisseur d'ailleurs. On n'est pas mécontent non plus, qui font donc la croissance externe en achetant une boîte sur l'Europe. C'est pas bête. Getaround avait levé 300 millions auprès de SoftBank, donc un petit peu de cash en banque. Et ils ont mélangé du cash et de l'equity pour aligner les intérêts. Une boîte de chez nous qui s'est fait racheter il n'y a pas très longtemps, c'est Jump Bikes. Vous avez peut-être vu dans les rues, c'est les vélos rouges et les scooters rouges. Eux, pareil, ils avaient mis, je crois, 8 ans à monter leur truc, avant le boom des kickboards, des trottinettes. Et ils se sont fait racheter pour une somme qui est non officielle, mais bien, par Uber, avec plutôt du cash et aussi du stock. Et puis nous, on était lead investor dans la boîte, donc on avait à peu près 20% de la boîte. Donc c'était une belle sortie. Peut-être qu'ils auraient pu continuer à faire concurrence avec toutes les autres trottinettes et tous les vélos électriques qui, certains sont extrêmement bien financés comme Lime et Bird. Mais bon, ils étaient déjà depuis 8-9 ans sur le truc. Ils se sont dit, si on travaille avec Uber, c'est peut-être pas complètement idiot. Et ça permet que tout le monde soit finalement content et puisse acheter une maison ou deux. Voilà, donc ça c'était Jump. Sinon, là on a quelques sociétés. Là je parlais de MakeBlock qui ont une valeur de 400 millions. Il est possible que, par exemple, MakeBlock, qui peut racheter? Qui rachète une boîte qui fait des robots éducatifs qui vaut déjà 400 millions? Alors pour pouvoir acheter quelque chose à 400 millions, il vaut mieux avoir au moins 1 milliard sur le compte en banque, voire plus.
qui a ça et avec qui ça serait aligné? Vous avez des idées peut-être? Lego. Lego, ben, on y pensait, mais c'est un peu en concurrence quand même, relativement directe avec leur Mindstorm. Et Lego n'ont pas trop d'expé en rachat de boîtes. Hein. Je ne sais même pas s'ils ont déjà racheté quelqu'un. Lego, ça part. Et puis la valeur boursière de Lego, je ne sais plus si c'est privé ou public, je ne me rappelle plus exactement, mais en gros, ils ne sont pas ultra chers, quoi. Ils sont très bien, hein, ils font un super boulot, mais compliqué. J'ai vu que tu avais une idée aussi. Apple. Alors effectivement, il y a des boîtes comme Apple, ou même Microsoft, qui s'intéressent à l'éducation. Peut-être, mais pour le moment, Apple, ils sont plutôt dans l'optique à vendre des trucs par leur store. Donc ils sont contents d'avoir les produits dans leur boutique, mais pas forcément racheter. Donc c'est pas évident pour cette boîte qui pourtant n'est pas ultra chère, hein, 400 millions, c'est pas un chiffre dingue. Il y a beaucoup de grosses boîtes qui ont des milliards sur leur compte en banque. Malgré tout, au niveau de sortie, c'est pas évident. Donc comme ils marchent bien, qu'ils sont chinois, et que la bourse chinoise est relativement généreuse en termes de multiples sur le chiffre d'affaires ou sur les profits, en fait, sur la bourse en Chine, il y a des boîtes qui sont valorisées jusqu'à 100 fois le chiffre d'affaires. Donc une boîte qui, bon là, il faut combien de chiffre d'affaires? Je crois qu'ils en font 40-50 millions. Bon, bah, ça fait quand même des gros chiffres assez vite, quoi. Donc ils s'orienteraient plutôt sur une sortie, enfin une entrée en bourse, probablement en Chine, peut-être d'ici 2 ans, à voir. Mais bon, pas clair. C'est une super transition pour ma question d'après, qui est le marché chinois. Ouais. Donc il y a beaucoup de fantasmes autour de la Chine, positifs comme négatifs. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton point de vue sur l'écosystème tech et start-up chinois? Et est-ce que, comme beaucoup sont en train de le dire, notre prochain patron sera chinois? L'écosystème chinois. Alors, moi j'ai passé à peu près 10 ans en Chine au total, à peu près 5 à Pékin, un peu plus, et ensuite 2 full-time à Shenzhen, 2 entre Shenzhen et Hong Kong. Puis j'ai pu comparer avec Japon, Corée et compagnie. La Chine est aujourd'hui un pays hyper entrepreneurial, plutôt économie capitaliste assez sévère, c'est très concurrentiel, c'est très rapide et il y a énormément de capitaux disponibles. Donc ça vous donne un peu les ingrédients. En plus, les Chinois se forment dans des très bonnes universités locales. Au niveau recherche, ils ne sont pas encore aussi connus qu'à l'étranger, mais en général, pour faire de l'Internet, pas forcément besoin de beaucoup de recherche fondamentale. Aussi, il y a beaucoup de Chinois qui étudient à l'étranger, notamment aux États-Unis, qui maintenant trouvent que finalement il y a plus d'opportunités à revenir en Chine, faire partie de la croissance et monter quelque chose là-bas. Par exemple, tu parlais de Zoom qui est rentré en bourse. Zoom, c'est un Chinois, le CEO. Premier truc qu'il a fait quand il a décidé de monter Zoom, parce qu'il venait de Chine, il a été bossé chez Cisco, où ils faisaient leur truc de vidéoconférence Webex. Et ensuite, il s'est dit, je vais faire mieux moi-même avec des technos plus modernes et tout. Premier truc qu'il a fait quand il a monté sa boîte, il a demandé à ses copains un peu d'argent. Il a été en Chine, il a embauché 30 personnes. Bon. Pour le prix de 3, c'est moins cher. Voilà, probablement. Et puis aussi, peut-être plus loyaux, plus motivés. Et puis dans la Silicon Valley, il y a effectivement des gens excellents. Mais le top 1%, soit ils font leur propre truc, soit vous n'avez pas trop les moyens de vous les payer. Donc après, vous adressez au top 10% si vous avez de la chance. Et finalement, dans le top 10%, le top 5% chinois ou le top 1% d'autres pays, ça suffit bien, quoi, pour faire à peu près la même chose. Il y a des très bons ingénieurs partout, et puis on n'a pas forcément non plus besoin du top 10% pour tout. L'important, c'est d'avoir une équipe qui fonctionne efficacement et qui a un bon business model, qui a un bon concept. Donc voilà un petit peu la Chine. Aujourd'hui, un petit peu des mesures, mais en termes de capital risque, il y a pratiquement autant d'investissements, enfin à peu près, je crois que l'année dernière, le capital risque mondial, c'était, je ne sais plus quoi, moitié US, un tiers Chine, ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est vraiment énorme.
Ensuite, au niveau ingénieur, les États-Unis, en France, je crois qu'on diplôme à peu près 100 000 ingénieurs par an. Aux États-Unis, ça doit être 500 000 et en Chine, ça doit être 4,5 millions. Bon, même s'il y en a qui sont moins bons, pas de raison qu'ils soient tellement plus bêtes. Et le nombre fait quand même une différence. Surtout augmenter de capital et avec l'accès à un marché local énorme. Ce qui fait que la plupart des startups chinoises se concentrent sur le marché local. Elles sont assez peu finalement à s'étendre à l'international parce qu'il y a déjà tellement à faire localement et c'est tellement concurrentiel, ça va tellement vite que ils sont plus déjà il y a beaucoup à faire et c'est pas si simple sur leur terrain. Alors aller sur un terrain qu'ils connaissent moins bien, c'est compliqué. Mais bon, il y a des exceptions. DJI est une exception. Il y en a quelques autres. Voilà un petit peu quelques mots sur le marché est-ce que chinois. tu peux, il y a pas mal de fantasmes autour de le fait que la Chine c'est un pays qui est plus avancé technologiquement que d'autres. Est-ce que c'est quelque chose est-ce que tu vois la même chose en termes notamment sur l'IA, sur l'analyse de... Oui, c'est une bonne question. Ok, j'ai pas répondu à ta question sur le patron chinois. Alors, le patron chinois, bon, c'est un bon message, je pense, pour ouvrir les yeux, mais en même temps, la réalité, c'est qu'il n'y a quand même pas beaucoup de boîtes chinoises qui savent acheter des boîtes étrangères ou s'étendre à l'international aujourd'hui. Il y en a qui essayent de plus en plus. On a vu passer vite fait repartir Ofo et Mobike dans les rues de Paris. D'autres avancent de façon un peu plus mesurée ou plus stratégique. Je parlais des trottinettes qui viennent de Ninebot. Ninebot a racheté Segway. Bon, c'était pas idiot. Bon, déjà, ça a résolu leur problème de propriété intellectuelle. Et ensuite, ça leur a amené une marque, un circuit de distribution et aussi ça leur a permis de s'étendre à l'international de façon assez rapide. Mais c'est assez marrant de voir que Ninebot vend à la fois des produits sous leur marque, sous la marque Segway, sous la marque Xiaomi. Si vous avez la boutique Xiaomi de Paris, les trottinettes, c'est fait par Ninebot. Et aussi avec les Bird, Lime et compagnie, par finalement de la marque blanche B2B. Donc voilà, il y a des approches qui sont plus ou moins stratégiques et parfois on se retrouve à utiliser des produits chinois sans savoir. C'est intéressant. Dans les produits chinois dont on ne se rend pas forcément compte, il y a par exemple Volvo, chinois par exemple. Club Med, il y a une grosse participation chinoise. PSA, grosse participation chinoise. Même hauteur que la famille Peugeot. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de chinois? Ils ont racheté des robots industriels allemands qui s'appellent KUKA, qui sont dans le top de la robotique mondiale. C'est une boîte qui faisait de l'électroménager en Chine qui a racheté ça, parce que bon, ils automatisent énormément leurs usines. Ils se sont dit finalement autant internaliser l'expertise. Hop, rachetons pour 4-5 milliards une boîte allemande à côté. Donc si certains d'entre vous jouent un peu aux jeux vidéo, vous connaissez peut-être League of Legends ou Clash of Clans. Bon, voilà, deux jeux chinois, plus ou moins, parce que League of Legends c'est fait par une société américaine qui s'appelle Riot Games, qui a été racheté par Tencent, qui fait WeChat en Chine. Et Clash of Clans c'est fait par une société finlandaise qui s'appelle Supercell, qui a été d'abord racheté par SoftBank, qui ensuite Japon, qui ensuite l'a revendu à Tencent, Chine. Donc voilà, deux des leaders du jeu vidéo sont chinois, mais c'est marqué nulle part. Bon, enfin, c'est marqué si on cherche, mais ça ne se voit pas sur le jeu. Et d'ailleurs, ils sont ils interviennent très peu sur le management. Ils sont assez prudents. Ils voient qu'un truc marche. Au contraire, ils essaient d'apprendre et d'amener aussi leur expertise. Et c'est assez pragmatique et moins cow-boy que l'approche qu'avaient eu les Japonais quand ils étaient très en avance sur le mobile, qu'ils avaient commencé à racheter des boîtes un peu partout en se disant on va racheter et consolider le monde entier. J'avais d'ailleurs participé à ça en aidant à vendre une boîte française. Mais après, ils ne savaient pas du tout gérer, ils parlaient à peine anglais, enfin, c'était une catastrophe. Donc les Chinois sont beaucoup plus pragmatiques de ce point de vue-là. Quand ils s'étendent, ce n'est pas forcément avec leurs propres produits, ça peut être par des alliances, ça peut être par des rachats, ça peut être par de l'investissement. Tencent, Alibaba font des centaines d'investissements dans le monde entier. Ils sont parmi les plus actifs corporate investors. Donc, et ils ont énormément d'argent. Voilà.
On a parlé de la Chine. Mhm. Tu as dit que SOSV et Alex étaient également présents aux États-Unis. Mhm. Mais j'aimerais qu'on parle un peu de la France, puisque tu es français, tu habites à peu près en France. Entre deux. Est-ce que tu as une vision de l'écosystème de start-up français? On aime bien se gargariser de la French Tech et c'est vrai que entre 2012, au moment où moi je me suis impliqué dans l'écosystème, c'était le tout début et aujourd'hui c'est plus tout à fait la même chose. Mais c'est quoi ton point de vue de l'écosystème de start-up français? Alors, effectivement, moi je suis pas ultra impliqué parce que sur les 270 avec quelle participation qu'on a, on en a une dizaine de françaises seulement. Mais bon, je regarde quand même les startups qui passent dans mon domaine et puis j'essaie de voir un peu ce qui se passe autour. J'essaie de participer aux événements qui ont lieu. Par exemple, Hello Tomorrow dans la Deep Tech qui a eu lieu il y a quelques temps, Vivatech bientôt. J'organise aussi quelques trucs. Là, le mois prochain, j'organise un événement chez BPI sur l'investissement dans les Deep Tech pour justement motiver plus d'investisseurs dans ces domaines-là. De mon point de vue, le label, l'activité French Tech, c'est bien parce que ça donnait une visibilité aux startups françaises qui souffraient un peu de l'image de la France, qui était un peu plus lifestyle, low-tech, art de vivre, art de la table, luxe. Donc ça, c'est bien. Il y a des choses où je ne suis pas forcément complètement aligné. Par exemple, je pense qu'il y a un peu trop d'emphase sur essayer d'arriver à créer des licornes. De mon point de vue, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est au contraire de fertiliser l'écosystème en recyclant le capital et les talents. Et ça se passe avec des sorties. Parce que quand tu as une licorne qui rentre, mettons une startup qui rentre en bourse ou qui devient hyper chère, elle a peut-être formé je sais pas, quelques centaines de personnes, mais pour le moment, ils sont encore bloqués là-dedans. Tandis que si à la place de ça, on a 10 boîtes qui se font racheter pour 100 millions, ça fait plein de gens qui peuvent après remonter des boîtes, investir dans des boîtes, ça augmente la confiance des investisseurs dans l'écosystème, et c'est plus ou moins le chemin qu'a suivi l'écosystème israélien, qui a ses spécificités avec la défense, l'armée, tout ça, et leurs unités spéciales high-tech. Mais il y a quelques années, il y a 5-10 ans, en Israël, les sorties de startups, c'était quelques dizaines de millions, max quelques centaines. Et maintenant, c'est assez courant qu'il y ait des boîtes qui valent 1 milliard et plus, et ça étonne plus personne, à tel point qu'il y a des fonds qui créent une branche juste pour Israël. Alors que c'est quand même un pays à 8 millions d'habitants, c'est pas grand. Voilà, donc de mon point de vue, ce qui est important, c'est arriver à faire ces sorties. Donc moi j'ai vu là, les news sur DriveX faisait racheter, et je crois que dans l'article c'était une pépite française passe dans l'escarcelle américaine. Et tel que c'est formulé, moi je perçois un peu de protectionnisme en fait, et un peu du genre on a perdu une de nos meilleures boîtes, quoi. Alors peut-être c'est moi qui suis trop sensible. En fait, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est au contraire se dire, boum, on a encore montré qu'on pouvait faire une sortie à des centaines de millions après avoir vendu, comment ça s'appelle, le truc de localisation qui a été racheté par Snap. Comment c'est? Zenly, voilà, merci. On a racheté, je crois, 250 millions. Bon, super bien, quoi. Donc ça fait des entrepreneurs qui deviennent bankable, c'est-à-dire qu'on fait une sortie très solide, qui après n'auront aucun problème à lever de l'argent. Leur top staff auront aussi pas trop de problèmes s'ils montent des boîtes, être pris au sérieux. Ça fait que des investisseurs ont de plus en plus finalement d'intérêt et de confiance dans le marché français. Et donc l'idée c'est que avant d'être milliardaire, c'est bien d'être millionnaire quelque part, si on peut. C'est pas si simple déjà, mais je pense qu'il faut voir les choses, l'entrepreneuriat comme une carrière, qui n'est pas forcément d'ailleurs une carrière ininterrompue d'entrepreneur. On peut en entrer, en sortir. Moi je vous ai expliqué, moi j'ai pas fait une boîte tech, enfin j'ai essayé un peu, bon, c'était pas très efficace. J'ai monté une boîte de conseil, ça a relativement bien marché. Là je suis employé en VC. Il est possible que j'en monte des trucs après. Ce qui est important, c'est peut-être ça, c'est un peu au-delà des discussions de métier ou de ce qui se passe sur les marchés.
C'est comme un peu, il faut regarder un peu sa vie, quoi, et sa carrière. C'est une suite d'acquisition de compétences et un peu d'accès, de visibilité qui permet après de faire des choix variés, quoi. Et tant qu'on continue à augmenter ses compétences, même quelquefois avec des compétences qui sont un peu bizarres ou qui se croisent, quelquefois une combinaison assez unique de compétences est intéressante. Il y a un auteur, tout le monde connaît Dilbert, le cartoon du type au bureau. Bon, c'est peut-être un peu ancien, Dilbert. C'est un petit cartoon dans les journaux où tu as quatre petites images avec un type dans un bureau et qu'il arrive des trucs horribles tout le temps parce qu'il est un manager complètement idiot. C'est un chien qui gère le HR de la boîte, il est sadique comme pas possible. Et donc il y a toujours des trucs absurdes qui arrivent dans une boîte IT et les programmeurs avec un type corporate programmeur avec sa cravate Kirby comme ça. Et celui qui a créé ça, qui s'appelle Scott Adams, bon, c'est pas le meilleur dessinateur, c'est pas le plus drôle des humoristes, mais il combine une connaissance du business parce que lui-même était dans des boîtes un peu IT, il avait fait un MBA, il avait étudié aussi un peu la persuasion, les trucs comme ça, et il avait bien dessiné. Donc sa combinaison, finalement, où il est le meilleur dans un peu rien du tout, c'est une combinaison unique qui fait qu'il se distingue. Récemment, moi, je suis devenu assez fan d'un channel sur YouTube qui s'appelle Captain Disillusion, avec des amateurs. Bon, alors Captain Disillusion, c'est un gars qui était un peu bossé dans les effets spéciaux, qui quand il était jeune, sa famille était un peu dans le spectacle, il voulait un peu devenir magicien, puis il s'est dit bon, finalement, il va faire autre chose. Et il s'est spécialisé dans les effets visuels. Il a commencé un channel sur YouTube où il analyse des vidéos pour voir si c'est du vrai ou si c'est un truc bricolé. Et comme il est très bon, il peut non seulement analyser, mais en plus vous montrer très dans les détails comment ça a été fait et même à la fin faire encore mieux. Donc il est assez marrant. Il a une espèce de personnage un peu bizarre avec, je sais plus qu'est-ce qu'il a, il a des gants noirs, il a le visage à moitié peint en argenté, parce que en plus, enfin il est assez bizarre. Mais il s'exprime super bien, ses vidéos sont hyper claires, et maintenant il a 1,5 million de followers sur YouTube, il a quand même 10 ans. Il a un Patreon où il se fait sponsoriser et il arrive à en vivre parce que je crois qu'il est sponsorisé à plus de 10 000 $ par mois sur son Patreon. Donc ce qu'il fait, c'est super bien, et en gros il sort une vidéo tous les mois et il met un mois à faire une vidéo de 10 minutes où il analyse un truc. Et donc ça, lui, c'est probablement pas le meilleur dans les effets spéciaux, c'est pas le meilleur dans le spectacle youtubeur, quoi. C'est pas un Instagrammeur, je sais pas quoi, qui sait faire du show, quoi. Mais il est très compétent et il explique bien. Et donc ça fait finalement il a pu créer son truc, quoi. Voilà. Je me suis un peu égaré, mais... mais là encore, c'est une super transition à mon avant-dernière question. Tu voyages beaucoup. Je sais que tu expérimentes. Ça s'est arrêté? Non, il reste juste 1% de batterie. Non, c'est bon. Ce sera pas coupé en montage, c'est pas grave. Tu expérimentes beaucoup. Je sais que tu partages tes expérimentations dans une newsletter que je recommande. Oui. Alors, la newsletter elle-même est une expérimentation. Est-ce que tu as des sujets, tech ou pas tech, qui t'intéressent beaucoup en ce moment, à part le channel Captain Disillusion, qui peuvent nous intéresser ou nous inspirer? Notamment, je sais qu'il y a certains groupes d'étudiants ici qui sont encore en train d'affiner l'idée sur laquelle ils ont envie de travailler, l'opportunité. Est-ce que tu as des conseils tech et pas tech à nous partager sur les sujets à creuser? Oui, alors, inspiré par un copain qui avait une petite newsletter auprès de juste quelques personnes où il racontait des choses très personnelles de sa vie. Je me suis dit que c'était un exercice intéressant de transparence et aussi pour un peu garder le contact avec des gens avec qui je ne communique pas forcément fréquemment, finalement d'envoyer une newsletter semi-régulière tous les quelques mois aux gens avec qui je suis en contact et où je raconte un peu ce que je fais au niveau travail et aussi un peu au niveau personnel, avec un peu mes hobbies, les films que j'ai vus, des trucs comme ça. Et apparemment, ça plaît à certains. Bon, je ne suis pas sûr que ça plaise à tous. J'ai toujours une vague de désabonnements après chaque envoi, mais j'ai un bon volume, donc ça va. Et en fait,
ça, de mon côté, c'est à la fois donc un exercice un peu de transparence, parce que je pense que c'est utile, personnellement, de faire ça pour s'habituer à finalement être assez entier. C'est un peu abstrait peut-être, mais ensuite ça m'encourage à finalement à rester curieux et à faire des nouvelles choses, parce que comme ça me donne en plus des choses à raconter. Je crois que c'est Sacha Guitry qui disait qu'il y avait pas mal de choses qu'il a fait dans sa vie. Il l'a fait non pas parce que c'était marrant à le faire, mais parce que ce serait marrant à raconter. Bon, je ne vais pas forcément jusque-là, mais ça peut. Alors ensuite, dans les sujets qui m'intéressent plus particulièrement, moi ce qui m'intéresse en ce moment, c'est comment dire, de façon générale, un sujet qui est la façon d'acquérir des compétences, comment améliorer l'acquisition de compétences. Et donc, de mon point de vue, ça passe par à la fois dans la pratique, mais aussi le coaching donc pour savoir quoi faire, et le feedback. Et plus on a du feedback rapide, mieux ça se passe. Et c'est pas toujours évident d'avoir du feedback, déjà d'avoir du feedback tout court, d'avoir du feedback honnête et compétent. Pour donner un exemple, moi je fais beaucoup de présentations en public. Comment je peux faire pour avoir du feedback honnête sur ma présentation? Savoir qu'est-ce qui était intéressant, qu'est-ce qui n'était pas. Eh bien, je n'ai pas trouvé pour le moment. Parce que les gens qui veulent me parler, parce que j'investis ou je ne sais pas quoi, évidemment, ils vont me dire c'était bien. Voilà. Les gens qui n'ont pas trouvé ça bien, ils ne voient pas trop l'intérêt de venir me voir pour me dire que c'était pas bien. Et donc, c'est assez difficile finalement de s'améliorer parce qu'on n'a pas toujours soi-même un regard critique compétent sur ce qu'on fait. Moi, je fais un peu de sport et en ce moment, je fais du jiu-jitsu brésilien, je ne sais pas si certains pratiquent. C'est un peu de la lutte, voilà. Et donc, je suis débutant, hein, je suis très mauvais. Pour m'améliorer, donc au début, j'étais vraiment très perdu et je me suis dit, tiens, pour m'améliorer, je vais prendre en vidéo le sparring. Donc, sparring, c'est des rounds de 5 minutes. Hein, donc, je vais prendre les vidéos, puis après, je les regarde. Je me dis, ah ouais, bah là, j'ai raté un truc, là, il a fait un truc bien. Mais je sais pas toujours, je suis pas forcément capable de voir les opportunités que j'ai ratées ou vraiment qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que l'autre a bien fait. Et ça, par exemple, je pensais, enfin j'ai cherché sur internet s'il existait des services pour avoir du feedback de gens qui analyseraient ce genre de choses. Donc bon, pour le sport que je pratique, c'est 5 minutes, c'est assez court. Parce que pour moi, ce serait un peu du micro-coaching. Et je serais prêt à payer pour ça en fait, hein. Quelques euros pour qu'on me dise tiens bah là tu avais ça à faire, tu l'as pas fait, lui il a fait ça. Pouvoir reconnaître les techniques, voire mettre les taguer, que ce soit un peu illustré. Et ça finalement, un petit peu comme finalement il y a des commentateurs dans les matchs pro, mais qu'il y a du commentateur finalement dans les matchs très très amateurs pour s'améliorer. Moi, j'ai pas besoin d'un champion du monde pour faire le commentaire. J'ai juste besoin d'un gars un peu plus avancé que moi pour ça. Donc, je m'étais dit que ça, c'était un truc intéressant. Bon, c'est un sujet particulier, donc le public speaking, le sport. Mais je pense que ça peut s'appliquer dans plein de domaines. Donc, cette idée de micro-coaching, d'avoir du feedback hyper rapide pour pouvoir s'améliorer. Voilà, ça, c'était un sujet qui m'intéressait de façon générale. Qui m'intéresse toujours d'ailleurs. Le deuxième sujet, c'est plus au niveau éducation, c'est comprendre quelles sont les compétences qu'on a besoin d'acquérir, qu'on n'acquiert pas à l'école. Et il y en a beaucoup. Donc, par exemple, s'exprimer en public, c'est une compétence. Moi, j'étais extrêmement timide jusqu'en en gros 20 ans et quelques. Après, je me suis un peu retrouvé par la force des choses pour faire des présentations. Et quand j'ai monté une société de conseil, finalement, je me suis aperçu que j'avais pas tellement le choix, quoi. Il fallait, pour se faire connaître, fallait se mettre devant les gens. Donc j'ai essayé de prendre de plus en plus d'opportunités à faire ça, et aujourd'hui je le fais assez régulièrement. Bon, je suis très loin d'être parfait, mais au moins je suis beaucoup plus à l'aise qu'avant. Notamment parce que je pense que ça va un peu main dans la main avec cette idée de transparence et d'honnêteté, que je pas, comment dire, quand on s'exprime honnêtement, on n'a pas trop besoin de calculer et de réfléchir. Après, il faut essayer d'être efficace dans son expression.
Ça se travaille, un peu comme si certains s'intéressent au stand-up comédie. Les comédiens testent les blagues et puis en fait essaient de les raffiner jusqu'à ce que ce soit hyper efficace et hyper court, le plus court possible. Pour les écrivains, essaient de faire ça aussi. Mais l'avantage du stand-up, c'est que là encore, il y a du feedback instantané. Soit les gens rigolent, soit ils rigolent pas. Ça, c'est honnête et c'est direct. Donc, c'est pas mal. Donc, au niveau éducation, les compétences qui m'intéressent, c'est notamment comment passer. Je pense que la clé, c'est comment intégrer l'idée de l'état d'esprit de croissance par rapport à l'état d'esprit fixe. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous êtes familier, non? Alors, l'état d'esprit en faisant court, l'état d'esprit fixe, c'est de se dire je serai bon que dans les choses dans lesquelles j'ai du talent, tout le reste, c'est pas la peine que j'essaye. Et moi, j'ai pensé très longtemps comme ça, parce que je me débrouillais bien à l'école, j'avais sauté une classe, et tout. Voilà, ça se passait bien. Et en gros, dans les matières où j'ai des facilités, ça se passait bien, j'avais du plaisir, parce que j'avais le feedback était bon, quoi. Et dans celles où j'étais pas très bon, finalement, je me suis dit, c'est pas important, français, histoire géo, éco, hop. Alors que, en fait, ça c'est un vrai problème de se dire qu'on est intelligent ou doué pour certains trucs et pas pour d'autres, parce que ça peut bloquer finalement l'acquisition d'autres compétences. Et aussi, ça n'encourage pas forcément à travailler les sujets dans lesquels on est bon. Parce que finalement, si c'est facile, si j'y arrive sans effort, je ne fais pas d'effort, donc j'apprends pas à travailler. Et dans les autres où je me dis, c'est pas mon truc, j'ai pas de talent, je fais pas non plus d'effort. Donc finalement, je n'avais pas trop appris à faire des efforts et j'ai dû apprendre un peu après. Et donc ça, je pense que c'est important à intégrer le plus tôt possible, idéalement très jeune, à se dire que c'est pas qu'on est nul, c'est qu'on débute. Et que l'important, c'est pas de se mesurer aux autres autour ou à ce qu'on voudrait atteindre comme niveau, mais se comparer plutôt à comment on était il y a un mois. Donc voilà, il y a j'en sais rien, par exemple, dans l'exemple du Jiu-Jitsu, il y a 6 mois, je perdais contre tout le monde. Maintenant, je survis à quelques matchs. Voilà. Mais je suis rarement au point où je domine entièrement et c'est extrêmement rare que j'arrive à soumettre un adversaire. Mais je ne désespère pas parce que c'est déjà beaucoup mieux qu'avant. Voilà. Donc cet état d'esprit, je pense que c'est très important à comprendre comment ça fonctionne, pour se dire que finalement on peut absolument tout apprendre jusqu'à un niveau très élevé. Peut-être il y a des limites si on veut être champion olympique ou meilleur du monde dans je ne sais pas quoi, mais que sinon pour beaucoup d'autres choses, on n'a pas besoin de talent particulier. Et ça, à mon avis, c'est vraiment clé. Et ça rejoint cette idée qu'il faut du feedback rapide parce que ça permet de se rendre compte qu'on fait des progrès. Voilà. Donc ça, c'est les sujets qui m'intéressent. Super. Et c'est une super transition pour la fin. Sur ces bons conseils, je vais donc couper la caméra à Benjamin et passer aux questions. Très bien.